Il est 17 h, c'est le live, l'académie, ici au Golf National dans la zone Ryder Cup. Je suis avec Alexandre Kaleka, grand joueur des équipes de France que j'ai entraîné il y a une petite dizaine d'années et qui est passé pro avec succès en étant 2 fois vainqueur sur le Challenge Tour, qui est monté 2 ou 3 années sur le Tour européen. Je suis ravi qu'il m'accompagne dans les bunkers aujourd'hui parce que c'était un grand joueur de bunker et je suis sûr qu'il l'est toujours. Aujourd'hui, il est coach au golf de Marcilly et avec lui, on va vous parler de ce coup si britannique. On vous a commandé le temps britannique d'ailleurs qui va avec, la sortie de bunker, en fait, l'ensemble des sorties de bunker. Alors, Alexandre, pour lancer les débats, moi je trouve que dans sortie de bunker, il y a un mot qu'on oublie souvent chez le joueur amateur, c'est sortie. L'objectif, c'est de sortir. Ok, le bunker, il faut un peu l'oublier et se dire qu'il faut sortir de ce bunker. Pour sortir de ce bunker, pour sortir un coup, pour faire de la distance, il faut créer de la vitesse. La problématique que le joueur amateur a le plus souvent dans un bunker, c'est qu'il ne crée pas de vitesse. Mouvement étriqué, mouvement qui prend de la résistance au niveau du sable et généralement, on reste dans le bunker une première fois, puis une deuxième fois et puis on s'agace. Donc, premier objectif, créer de la vitesse. Deuxième objectif, et j'en finirai sur mon préambule, je passerai la parole à Alexandre sur la vitesse, c'est un mot de Paul Hermitage que j'ai trouvé excellent. Il faut toujours écouter les Anglais dans les sorties de bunker. Pour bien sortir d'un bunker, il faut avoir un bon lie, c'est-à-dire la balle doit reposer sur une surface propre. Pour avoir un bon lie, n'oubliez pas de ratisser quand vous quittez le bunker. Et donc le joueur suivant aura un bon lie. Et vous, quand vous repasserez aussi à cet endroit-là, si votre balle repose dans ce bunker, vous aurez un bon lie. Donc on n'oublie pas de ratisser quand on part du bunker. Alors Alex, cette vitesse, elle se crée comment? Elle se crée en faisant un grand swing avant tout. Parce que c'est vrai que même si on veut faire 10 mètres, on n'est pas censé toucher la balle en premier. Donc on est presque censé faire un coup, un swing de 60 mètres. Alors si jamais on a le niveau pour essayer de faire une balle encore plus haute et ouvrir un peu la face de club, là ça demande de faire encore plus un grand swing. Donc c'est sûr qu'il faut être vraiment généreux en termes de swing. Ce qui veut dire globalement qu'une sortie de bunker, c'est un swing. Un swing quasiment complet. C'est pas forcément un élément de petit jeu qu'on peut apparenter au chip roulé et autres, c'est plutôt plus proche des coups de wedge, voire des coups de sandwich. Ouais, carrément. Ok. Alors je voulais faire un coucou à celui que vous attendez aussi tous les mois avec impatience, c'est Pif qui est là et qui va nous rapporter l'ensemble de vos questions pendant cette heure. Voilà, et qui sera le monsieur loyal de cette heure de bunker. Donc ok, création de vitesse. Les sources de vitesse dans une sortie de bunker, il y a deux choses qui s'opposent un tout petit peu. D'abord, c'est un mouvement qui doit être très stable. Donc, ce qui veut dire globalement que tout ce qui est action avec le bas du corps, on doit le minimiser, voire quasiment l'éliminer. Plus on va s'ancrer au sol, plus on va stabiliser son poids du corps sur la jambe avant, plus on va limiter les rotations au niveau du backswing, mieux on va contacter le sol, toujours de la même manière. Donc, moins de bas du corps et pourtant de la création de vitesse. Ça veut dire deux choses. Moi, j'aime bien, par exemple, dire à un joueur, eh bien, on va faire des pleins swings, c'est-à-dire on va faire des swings où je finis avec le club exactement comme si j'avais tapé un drive. D'abord, j'apprends à ressentir ce que c'est que swinger du sable avec mon full swing. Mon objectif, c'est pas de passer dans le sable. Mon objectif, c'est de venir amener le club au sommet du finish, dans le dos, exactement comme si j'avais travaillé avec un driving. Ça, vous êtes sûr que ça va créer de la vitesse. Deuxième élément pour travailler de la vitesse, c'est tout ce qu'on peut créer au niveau des poignets et des leviers. On l'a dit, la vitesse va venir essentiellement du haut du corps. Le haut du corps, c'est la rotation de buste, c'est de l'amplitude qu'on peut prendre avec les bras et c'est du double bras de levier que l'on va mettre avec les poignets. Maximum de vitesse par l'utilisation du buste, des bras et des poignets. Magnifique. Tu nous fais quelques démos? Oui, avec plaisir. Création de vitesse par Alexandre Kaleka.
Alors, on va essayer de faire des swings le plus long possible. Là, par exemple, je vais faire un swing comme si je voulais faire 10 mètres. Même celle-là qui est un peu plus courte, j'ai quand même fait un plein swing. J'ai pas besoin de forcer. Donc là, je fais quasiment, c'est comme si je faisais vraiment un coup de, je dirais pour moi, 60 ou 70 mètres, alors qu'au sandwich, je fais 80 mètres. Donc clairement, il faut être généreux sur l'amplitude du swing. Alors moi, personnellement, je ne cherche pas à sentir si j'utilise mes bras, mon corps, mes mains, mais j'essaye surtout à penser à faire voyager le club le plus loin possible. Alexandre, une question. Est-ce que tu peux nous parler de l'organisation devant la balle pour réussir la sortie de bunker, déjà se donner le plus de bases possible? Oui, alors là on va direct dans le sujet, hein. Donc dans les bunkers, avant tout, ce qu'on veut, c'est prendre du sable. On ne cherche pas à s'attaquer à la balle en premier, on veut prendre du sable. Donc si je fais un grand swing, mais que je creuse comme ça, ma balle ne décolle pas. Donc tout, vraiment le challenge, c'est d'arriver à aller fort dans le sable sans creuser. Donc nous on est des Français, on n'a pas le mot anglais. Le mot anglais c'est shallow, ça veut dire peu profond. Et donc l'objectif c'est d'aller fort dans le sable tout en étant peu profond. Et pour faire ça, c'est vrai qu'il faut installer le club comme on n'a pas l'habitude de le mettre. C'est-à-dire que le club, là, un sandwich, c'est fabriqué pour être posé à plat avec ce lie-là, c'est-à-dire que le shaft a cette inclinaison-là, et avec le shaft qui est très légèrement devant la tête de club. Si on veut éviter de creuser, il faut en fait placer le club dans cette position. Là, quand on voit le club dans cette position, on voit bien la semelle. C'est ce qui va permettre en fait au club de rebondir. L'image qu'on peut avoir, c'est comme si on prenait sa main, c'est-à-dire que si on arrive avec la tranche en premier, on creuse, alors que si on arrive en projetant par exemple une assiette, l'assiette, elle va glisser et puis rebondir. Donc en termes d'installation, avant toute chose, ce qu'on veut, c'est bien placer le club. Et le club, il faut le placer donc avec le shaft, je dirais bien droit, contrairement à ça, bien droit. Et ensuite, les mains bien basses. Plus on met les mains basses, plus la face de club se trouve ouverte. Alors, dès qu'on croise quelqu'un qui ne sort pas bien des bunkers, généralement, il se place comme ça devant la balle. Quand on lui dit d'ouvrir la face de club, il va faire un petit effort, hop, il l'a ouvert comme ça. Alors que pour le coup, il faut vraiment être généreux au maximum. Cette position va déterminer la position de ton corps, donc. Absolument. Donc, ensuite, premièrement, on place le club. Là, moi, je vais le poser contre le sol, hein, même si on n'a pas le droit dans les bunkers. Et ensuite, vu que j'ai baissé mes mains, je suis obligé de m'éloigner de la balle. Et du coup, je vais écarter mes jambes. Donc là, vraiment, dès que vous voyez un très bon joueur à la télé, vous allez le voir, hein, il se tient vraiment très très large au niveau du stance. Donc moi, je me tiens comme ça, j'ai le club qui est devant moi, et forcément, ma balle est placée à gauche de mon club. Tu as quelque chose à dire? Ouais, écoute, je vais essayer de le redire d'une manière un peu différente, mais je partage complètement ce que tu viens de dire sur l'organisation du club. Effectivement, si vous voulez bien vous entraîner dans un bunker, au départ, à l'entraînement, oubliez la règle du club qui ne repose pas au sol. Entraînez-vous avec le club qui repose au sol. Quand vous serez en compétition, en formule de jeu, vous délaierez légèrement la tête de club, ça sera la même chose. Mais pour bien comprendre l'organisation de la tête de club, c'est important de le faire au sol. Si je joue vers cet objectif, je vais positionner mon sandwich de manière traditionnelle, puis je vais pousser le manche vers l'arrière. Ça va l'ouvrir, je vais me retrouver dans la position dont parle Alexandre. Je vais amener mon nombril face au shaft. Mes pieds vont donc se retrouver légèrement alignés à gauche par rapport à ce que je vise.
Comme c'est un coup, je veux aller vers le sol et je veux rebondir. Je vais à la fois descendre les mains et à la fois descendre le centre de gravité. Je vais créer beaucoup plus d'angle ici au niveau des poignets. C'est pour ça que je rejoins assez Alexandre sur est-ce qu'il faut penser à armer. À partir du moment où on est dans cette position, le backswing généreux va naturellement faire l'armement et la vitesse. Et ensuite, je vais simplement swinger ma tête de club au travers de la balle, dans le sens de mes épaules qui, comme vous pouvez le voir dans cette organisation, sont légèrement plus vers la cible que mes pieds. Quand vous regardez de face, vous allez vous rendre compte que dans cette organisation, alors que je suis parti d'une balle qui était plutôt square, je me retrouve ici avec une balle sur le talon gauche. Le poids du corps 65-70% à gauche. Et point à mon sens le plus important, parce qu'on entendra tout un tas de techniques sur la position de la balle, etc. Position de la balle par rapport au pied, finalement, elle n'est pas si importante. C'est la position de la balle par rapport au sternum qui est importante. Donc selon où on positionne le sternum doit être à l'aplomb de la balle, de manière à ce que lorsqu'on étend les arcs ici, dans la zone de frappe, on se retrouve très exactement face au sternum et au niveau de la balle. Voilà une organisation qui me paraît tout à fait cohérente pour une sortie de bunker. Est-ce que je peux rebondir juste sur... Oui. Alors, tu m'as dit qu'il ne fallait pas parler d'entraînement tout de suite. Mais, si on veut s'entraîner sur sa posture, c'est ce que font tous les bons joueurs. Ils font très simple. Ils visent un drapeau, ils prennent une ligne vers le drapeau, comme ça, ils tracent leur ligne. Ensuite, ils tracent une ligne perpendiculaire et ils passent un certain temps, quasiment 5 minutes, à faire d'abord des coups d'essai dans le bunker. Ils posent en premier leur pied gauche à gauche de la ligne. Ils prennent la posture qu'on a dit, c'est-à-dire bien ancré, bien bas. Et ensuite, déjà, ce qu'ils essayent de voir, c'est s'ils peuvent régulièrement faire rentrer le club dans le sable, toujours au même endroit. Et vraiment, ce qui est important, c'est d'en faire un maximum. C'est d'abord sentir 100 balles que le club rebondit toujours de la même manière. Vous allez vous adapter. De temps en temps, on va toucher un petit peu avant, un peu après. C'est à force d'en faire qu'on se rend compte, ok, moi, mon club, il rebondit à tel endroit et peut-être que ma position de balle à moi, c'est celle-là. Donc vraiment, cet exercice, il faut en user. C'est un exercice très simple. Après, au bout d'un moment, au bout de 5 minutes, on peut commencer à mettre la balle et on va la mettre en fonction de là où rentrait le club. Super important. Il n'y a pas une position qui est dans les livres, il y a votre position de la balle par rapport à votre organisation devant la balle, votre équilibre, la manière dont vous êtes fait, la manière dont vous tenez votre club. Et cet exercice va vous permettre véritablement de déterminer la position qui vous correspond. C'est la vôtre que vous devez choisir et pas forcément celle du livre. Pif, je crois que tu as des questions pour nous. Écoute, on est pas mal. Il y a une question de Olivier qui demande quel modif à faire lorsque le sable est mouillé ou lorsque le sable est gros. Qu'est-ce que ça change concrètement pour la sortie? Je peux répondre? Allez. Donc, quand il est mouillé, je pense qu'il faut en profiter. C'est vraiment un sable qui est agréable quand c'est mouillé. On peut y aller franco. Généralement, on a tendance à moins creuser. C'est ce qui va donner un petit peu plus de spin. Quand le sable est gros, alors j'imagine qu'il veut dire quand il y a beaucoup de sable, en fait, moi personnellement, je trouve ça assez inconfortable parce qu'on a tendance à beaucoup creuser. C'est ce qui va faire que la balle va beaucoup plus glisser sur le green. Et surtout aussi, c'est ce qui va se passer quand il y a des gros grains de sable. Plus les grains de sable sont épais, et plus la balle a tendance à rouler. Donc je ne pense pas qu'il faille trop se prendre la tête sur ce qu'on fait soi, mais plutôt ce qu'il faut, c'est essayer de ressentir la réaction que va avoir la balle sur le green en fonction des conditions. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand c'est mouillé, souvent la balle spin un petit peu plus. Quand le sable est épais et gros, elle a tendance à plus rouler. Alors oui, de l'eau dans les bunkers, des bunkers mouillés, aïe aïe aïe, non, super bonne nouvelle. Parce qu'effectivement, la pellicule de sable va être constante, le sable s'est tassé et vous pouvez vraiment créer de la vitesse. On est bien d'accord, on crée de la vitesse, on ne vient pas s'écraser à l'impact, on crée de la vitesse. Le seul petit truc où il faut faire attention à mon sens, c'est que quand le sable est tassé comme ça par l'eau,
il devient un peu plus ferme. Et donc le fameux rebond de notre tête de club, un tout petit peu comme quand on fait des petits lobes sur des Lyra, peut être un tout petit peu accentué. Donc il faut un tout petit peu délofter sa face de club, c'est-à-dire amener l'arête avant, certainement avant l'arête arrière quand elle rentre dans le sable. Donc pour moi c'est la même chose, simplement au lieu d'être organisé ici, arête arrière en premier sur le sable, je vais venir me mettre un tout petit peu plus devant de manière à ce que l'arête avant rentre dans le sable en premier pour être sûr de traverser, que je n'ai pas un rebond précoce qui produise des tops. Alors on a une question de Sébastien. Comment doser pour une sortie longue ou courte sans décélérer ou forcer? Ouais, ben là on est dans la question Je existentielle. précise que Sébastien est 16 d'index. Ouais, ben, Sébastien, tu es dans la question existentielle de la sortie de bunker. C'est effectivement, à un moment donné, on a compris comment sortir d'un bunker. Ensuite, il faut doser pour la mettre de plus en plus près. On voit les pros à la télé qui les mettent quasiment toutes données. Donc on imagine qu'ils le travaillent beaucoup. La première information qu'on aimerait te donner avec Alexandre, on en parlait tout à l'heure, c'est que effectivement c'est peu de coups le bunker, mais il faut s'entraîner beaucoup pour le maîtriser. Il faut s'entraîner beaucoup pour les quelques coups qu'on va avoir à jouer dans le bunker. Et pourquoi c'est important de s'entraîner sur ces coups-là? Parce que les bunkers, ils sont placés où? Ils sont placés aux endroits qui protègent le plus souvent les drapeaux, les positions de drapeaux. Et si vous voulez faire des birdies, vous voyez qu'il y a un vrai temps britannique, hein. Si vous voulez faire des birdies, il faut aller jouer dans la zone des birdies. Si on va jouer dans la zone des birdies, on a des chances d'attraper un bunker. Si on est à l'aise dans les bunkers, on n'a pas peur, on en sort bien et on est plus offensif. Donc pour baisser son index, il faut être plus performant dans les bunkers. Pas simplement pour bien sortir, mais pour oser aller attraper les drapeaux. Alors, Alexandre en a fait 1000 fois plus que moi des sorties de bunker avec du dosage. Il va vous expliquer, lui, dans ses systèmes, comment il a réussi à doser les courtes, les moyennes, les longues, les hauteurs, enfin, ce que tu fais très très bien. Moi, ce que j'ai toujours essayé de faire, à part pour un coup très très court, hein, c'est-à-dire un coup de 2 mètres, des fois ça arrive, on a besoin juste de faire 2 mètres et là il faut faire un tout petit swing. Moi, ce que j'essaye, c'est de faire quasiment toujours le même swing, et plus j'ouvre ma face de club, plus je crée du loft, plus j'écarte mes pieds, plus en fait mon plein coup va être court. Généralement, c'est ce que je faisais tout à l'heure, je faisais vraiment des pleins coups et je faisais 10 mètres. Je pense qu'il faut s'entraîner surtout sur ce coup-là. Il faut s'entraîner, c'est le Phil Mickelson qui avait décidé à un moment donné de s'entraîner que sur des coups, je crois que lui c'était 10 ou 12 yards, parce qu'il avait senti qu'il pêchait un peu dans les bunkers. Et en fait, il s'était rendu compte que c'était à peu près en moyenne, la distance sur laquelle il se retrouvait sur le parcours en tournoi, c'était 12 yards. Moi, je pense qu'il faut s'entraîner vraiment voilà, sur ce 10 mètres. Et ensuite, quand on veut aller un petit peu plus loin, il suffit, alors c'est facile à dire, hein, de mettre un petit peu moins de loft. Donc d'ouvrir un petit peu moins la tête de club. Ça, c'est pour faire, admettons, 15 mètres. Quand on veut passer et faire 20 ou 30 mètres, c'est ce que font les bons joueurs aussi, on change de club. Il ne faut pas hésiter à aller sur un 52 degrés, un pitch, même un fer neuf de temps en temps. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Et après, sur le petit dosage, sur la sensation vraiment à 1 mètre près, le bunker, ça se joue vraiment au grain de sable près, que c'est vraiment c'est la quantité d'entraînement qui va faire qu'on sent de plus en plus la distance. Moi, ce que j'ai toujours fait, c'est que je m'entraînais sur une sortie de bunker standard, 10 mètres, à plat, légèrement en descente parce que ça permet quand même de bien se placer. Et ensuite, au bout d'un moment, on jette un peu des balles partout, on crée des mauvais lies et on s'exerce vraiment au bunker de parcours, hein, où là vraiment on découvre des sensations. Et je pense qu'il n'y a pas de recette miracle pour le dosage. J'ai bien retenu la leçon. Vous allez me dire si j'ai bon. Je pars sur un coup standard où je suis main basse, large, centre de gravité bas, face de club très ouverte, qui va correspondre à ma sortie de base, admettons, de 10 yards. Et puis progressivement, pour allonger, je referme, enfin, j'ouvre moins.
Et donc forcément, je me redresse un peu. Alexandre vous a monté au début en quoi l'ouverture crée un centre de gravité qui descend. Et toujours en gardant la position de la balle au même endroit, eh bien, je vais créer des trajectoires qui changent. Effectivement, énormément d'expérimentation pour ça. Il n'y a pas une machine magique sur laquelle on peut appuyer, où on écrit ça, c'est la PlayStation. La grande chance en golf, c'est que ce n'est pas de la PlayStation et qu'il faut bosser, il faut expérimenter pour pouvoir à un moment donné gérer ses vitesses. Mais même vitesse et simplement changer l'organisation, ça me plaît beaucoup. On a une question de Gérard qui demande est-ce qu'il faut prendre un 56 degrés ou un 60 degrés et selon la distance, ou il faut plutôt se paramétrer par rapport à la hauteur du coup. C'est un petit peu ce qu'on disait, c'est-à-dire que bon, généralement il faut prendre le club qui a le plus de loft possible. Là il commence à pleuvoir, on va prendre juste un petit parapluie. Un petit parapluie. Alors, hop. Ce que je disais, c'est qu'il faut prendre... Moi j'utilise un 58 degrés, c'est mon habitude. Tout le monde dit que plus il y a de loft, mieux c'est. Hein. Quelqu'un qui sort très bien des bunkers, Mickelson, il n'a pas peur de prendre un 64 degrés. Dustin Johnson, c'est ce qu'il fait aussi. Ça facilite énormément. Un 56, normalement, il y a de quoi faire. Ce que je conseille, moi, c'est un sandwich qui n'est pas de série, c'est-à-dire qui n'a pas la même tête que le pitch fer 9, fer 8. Là, c'est un sandwich qui est designé vraiment pour les bunkers, c'est pour ça qu'on l'appelle le sandwich. Hein. Et après, c'est ce qu'on expliquait, plus on a envie d'aller loin, plus on prend un club long. Pourquoi? Parce qu'un club long, il y a moins de loft, la balle va être un petit peu plus basse. Et en plus de ça, il risque d'y avoir, enfin ça dépend de vos sandwichs, mais par exemple un pitch ou un fer 9, il y a quand même une différence quasiment d'un inch. Et donc mine de rien, ça ajoute à l'arc, on crée plus de vitesse, la balle va le plus loin. Alors, c'est passé. Oui, l'ouverture du loft. Alors, partez globalement sur ce qu'on appelle un jeu de sandwich ou un jeu de wedge. Idéalement, aujourd'hui, je dirais que dans votre sac, vous mettez un 58 qui va vous servir globalement pour les sorties de bunker de green. Un 52 pour les sorties longues et qui peut vous servir sur les coups à 100 mètres. Et un pitching wedge. Donc, ça va faire un pitching wedge à 46, 47. Un sandwich à 52, un sandwich à 58, vous avez un écart à peu près constant et vous pouvez travailler sur la palette des coups. Voilà. Moi, ce que j'aime aussi, effectivement, c'est arrêter votre série au pitch ou alors arrêtez votre série au 9 et prenez un véritable jeu de sandwich équilibré de la même manière, de la même marque, avec le même répondant. Vous allez voir que ça va vous permettre de passer de l'un à l'autre sans avoir un sandwich anxiogène. Il y en a un, on dit oh, le 52, je ne sais pas le jouer. Si votre 52, c'est le même que le 58 dans la série, vous savez le jouer de la même manière, c'est la même chose, c'est juste le loft qui change. Donc, composez des vraies séries, des vrais jeux de wedge pour être plus à l'aise autour du green et particulièrement dans les bunkers. Vous connaissez tous les très très bonnes marques. Taylor fait des sandwichs incroyables, Cleveland fait des sandwichs incroyables, Callaway fait des sandwichs incroyables. Il y a des super sandwichs, Titleist fait des sandwichs incroyables. Mais investissez dans des bons sandwichs, ça c'est sûr. On a une question de Nicolas qui est pas dupe, il voit que vous avez un bon lie là. Mais que se passe-t-il quand la balle est pluguée contre la lèvre du bunker? Ah, contre la lèvre. Bon, mais là on est dans les trick shots, quoi, hein, dans les coups. Alors, effectivement, en compétition, quand ça vous arrive, c'est pas un bon moment. Parce que vous attendez à avoir un bon lie, parce que certainement la sortie est plus facile. Par contre, si on y réfléchit bien, c'est un peu pour ça qu'on joue au golf. Le golf, c'est un questionnement permanent sur des situations où il faut trouver les réponses. La balle pluguée en fait partie, la balle dans la lèvre en fait partie. Et on s'adapte et on arrive à trouver. Il faut savoir que quand on en sort très bien de ces situations-là, c'est un vrai exploit. C'est pas facile. C'est des coups qui sont pas faciles. Mais par contre, il faut tenter les trucs. Et il faut savoir qu'en mécanique, il y a des choses qui marchent. Alors Alex, tu nous parles un peu de la balle pluguée peut-être pour commencer? Ouais, alors déjà la balle pluguée contre la lèvre, souvent c'est une bonne nouvelle parce que la lèvre a tendance à être en montée, ce qui va aider en fait à créer un petit peu de hauteur. Le pire, c'est la balle
pluguée en descente. Mais déjà, on va parler d'une balle pluguée à plat. Qu'est-ce qui se passe? Là, au contraire de ce qu'on voulait faire sur une sortie de bunker standard, où on veut essayer de prendre du sable, mais pas trop, là, au contraire, on va vouloir creuser du sable. Enfin, creuser pour créer du sable. Et donc là, ce qui va changer, c'est notre installation. Au lieu de se mettre comme ça, là, pour le coup, il faut vraiment présenter l'arête qui est devant, qu'on appelle la leading edge. Et là, pour le coup, il faut créer du sable. Là, vous avez vu, j'ai créé vraiment beaucoup de sable. Je suis allé franchement dans le sable. Et vous voyez, la balle, elle sort sans souci. Par contre, ce qu'il faut, c'est bien se rendre compte que derrière, la balle, elle glisse. C'est une balle avec énormément de top spin, pour le coup. Voilà, exactement. Et il faut être conscient que si on a un drapeau court, il va peut-être pas falloir jouer trop le malin. Donc, quelqu'un qui est très très chaud, il peut essayer de faire tomber la balle juste dans la pente pour la faire glisser. Mais globalement, il faut jouer assez stratégique et viser une zone où il n'y a pas forcément un bunker qui traîne derrière. Ouais. Où il y a peut-être une pente qui peut ramener la balle. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut être assez stratégique. L'objectif, c'est d'avoir un putt derrière, globalement, derrière une balle pluguée. Exactement. Mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que là, pour le coup, on a le droit d'avancer les mains et vraiment de présenter l'arête de devant pour creuser le plus possible. Là, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai creusé quasiment 10 cm profond parce qu'il fallait, la balle est pluguée, on veut vraiment passer sous la balle qui est plus basse que d'habitude. Bon, allez, pour Nicolas, tu nous montres la pluguée dans la lèvre? Dans la lèvre. Alors ici, c'est des lèvres en béton. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir trouver une zone. Voilà, celle-là, elle est bien. Là, on a une belle petite zone. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est exactement pareil, sauf que j'ai de la chance, parce que vu que je suis en montée, ma balle, en fait, elle va monter plus facilement et elle risque... Elle est bien. Voilà, elle est sur le green et justement, elle va moins rouler. Donc, généralement, il faut plutôt être content quand la balle est pluguée proche de la lèvre, à condition que ce ne soit pas derrière le green en descente. Bien entendu, vous utilisez les règles. Si c'est pour l'enfoncer, taper un coup, l'enfoncer, devoir dropper. Si vous pensez que le coup n'est pas réalisable, vous droppez, balle injouable. En arrière ou à 2 clubs dans le bunker. Et vous reprenez, vous perdez qu'un seul point et vous pouvez faire votre sortie de bunker. Donc ça peut aussi être un drop et déclaré injouable. Ça coûte cher. Il y a encore Gérard qui remarque que vous n'avez pas de gants. Est-ce que ça change quelque chose? Ça change rien. Ça change strictement rien. Il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien jouer le petit jeu sans gants, putter sans gants. Moi, souvent, je mets un gant. Mais bon, là, j'ai pas envie de passer... surtout à l'entraînement, souvent, moi, je mets pas de gants. Mais honnêtement, il n'y a pas de... Les gants sont tellement bien faits maintenant, sont tellement fins que c'est véritablement une deuxième peau. C'est véritablement une deuxième peau. Ça sert souvent à ce que le grip de main gauche soit plus ferme, que ça colle un tout petit peu plus au grip, qu'on ne fasse pas des ampoules quand on s'entraîne beaucoup, etc. Mais moi, je suis assez d'accord avec Alex. Je trouve qu'ici, dans cette zone qui est absolument incroyable, je vous conseille de venir chipper ici. De petits jeux, dans ces zones de petits jeux qui sont super, on est sur les sensations, on est sur le feeling. Le feeling, ça se passe dans les mains. Et plus on peut poser, plus on peut chauffer ses mains sur le club pour ressentir le shaft, la face de club, mieux c'est. Donc, faites votre petit jeu sans gants. Vous allez voir que progressivement, vous allez développer des habiletés qui sont des habiletés de sensation, de toucher. Ces choses qu'on n'apprend pas dans les livres et qui viennent qu'avec l'expérimentation. C'est une question plus personnelle de moi en tant que pratiquant. Comment tu fais avec Alexandre, comment vous faites pour faire une sortie et arrêter la balle pile poil, ou en tout cas lui donner un effet backspin ou la faire spinner pour qu'elle aille, il faut qu'elle fasse exactement ce que vous voulez qu'elle fasse? On ne fait pas exprès, c'est de la chance. Alors ça c'est le vieux loup de mer, ça c'est la fameuse question, le spin. Et moi ce que je voudrais, c'est que ma balle est spin. Alors le premier truc pour qu'une balle spin, c'est d'avoir une face de club propre. J'arrive d'un pro-am là, mes amateurs se reconnaîtront. Je pense que de la semaine, ils n'ont pas essuyé la tête de club.
Donc le sand wedge, il est devenu marron, il y a de la terre, il y a du sable, il y a de l'herbe qui s'est mis. Alors ils font comme ça avec le coude. Et puis ça suffit, sauf que les stries, elles se remplissent. Et si les stries se remplissent, eh bien simplement, l'effet de la balle qui se compresse dans les stries et qui donne le spin que doit avoir la balle sur certaines sorties ne peut pas exister. Il en va en termes de taux de backspin avec les wedges sur une phase de club sale. On est à moins 60%, moins 70% de taux de backspin. Donc d'abord, toujours, vous faites ça, vous prenez votre tee, vous faites vos rayures avant chaque sortie. Et déjà en ayant fait ça, vous avez des chances d'avoir un bon toucher. Ensuite, Alex, qu'est-ce que tu fais toi quand tu veux vraiment qu'elle s'arrête? Alors le spin, mécaniquement, c'est plus on met de la vitesse, plus on met du spin. Donc c'est pour ça que déjà, si vous faites un grand swing, vous allez mettre du spin. Ensuite, plus il y a de loft, plus il y a du spin. Pareil, si on prend une bonne posture, en mettant vraiment la face de club qui regarde le ciel, plus on mettra du spin. Et ensuite, moins on est profond, moins on prend de sable, plus on met du spin. Donc toujours pareil, si on met bien le shaft à la verticale et pas avec les mains en avant, normalement on a réuni les trois conditions, en rajoutant le grand swing, pour faire du spin. Mais ce qu'il faut retenir, grosso modo, c'est que plus on prend du sable, moins il y a de spin, moins on en prend, plus il y a de spin. Alors c'est un truc un peu dangereux, c'est comme les joueurs qui se retrouvent avec une sortie de bunker par exemple de 20-30 mètres, là qu'on peut voir à la télé, où il y a un plateau. La question c'est est-ce qu'ils vont essayer d'aller pitcher sur le plateau avec du spin ou est-ce qu'ils vont pitcher devant le plateau et faire rouler la balle. S'ils veulent faire rouler la balle, ils prennent un 52 degrés, ils ont moins de loft, ils vont peut-être mettre les mains légèrement en avant pour prendre plus de sable et faire rouler la balle. Par contre, s'ils prennent leur 60, qu'ils font un plein coup où ils prennent pas trop de sable, forcément, hein, y a beaucoup moins de marge de sécurité, c'est plus dangereux. Là, la balle, elle va pitcher et elle va pas bouger. Je vous en fais une belle. Par exemple, tout là-bas, je vais essayer de pas prendre trop de sable. Donc là, il y a la petite pente derrière. Ça fait du spin. Et vous voyez que j'ai pris assez peu de sable. Moi, je trouve aussi que dans ces coups-là, Alex, ce que tu fais très très bien, et tu l'as bien expliqué, c'est qu'on n'arrive pas direct sur la balle. Et on a tendance à penser que la sortie de bunker, c'est un coup direct. Donc c'est un coup avec énormément de verticalité et un shaft limite qui est par-dessus. Sur ces coups-là, vous l'avez bien vu sur Alex, le club glisse véritablement dans le plan. Et il y a cette notion de club qui revient dans le plan et la semelle va venir glisser. Donc la sortie de bunker et la sortie de bunker qui spin, c'est aussi un coup, et c'est là où ça change un peu peut-être votre perception, c'est un coup qui par rapport à la ligne des pieds est un coup intérieur-extérieur. D'accord? La ligne de jeu est là, mes pieds sont à gauche, je joue dans le plan et je fais glisser avec le moins de sable possible. C'est un coup qui vient de l'intérieur vers la ligne et donc par rapport à mes pieds, c'est un coup intérieur-extérieur. C'est comme ça que la phase de club glisse correctement. C'est pas une phase de club qu'on va venir planter par-dessus en coupant la ligne. Une question de Julien qui du coup se pose la question, peut-on donc jouer comme un lob shot dans un bunker? Est-ce que tu peux te faire une sortie lob shot? Est-ce que la méthode du lob shot marche? J'aurais tendance à dire qu'on est sur les mêmes mécas. Hein. C'est le même coup. Grosso modo, c'est le même coup. La seule différence, c'est que les lies sur le lob shot et sur le bunker sont différents. Quel est le lie le plus facile? Le bunker. Le bunker, c'est le plus facile parce que, alors Patricia, si tu nous regardes à la fédération, tu m'en as parlé à midi. Effectivement, ton premier prof t'avait dit c'est le coup le plus facile parce que c'est celui où il y a le plus de marge dans la zone de contact. Et c'est vrai, ça ne donnera pas forcément un résultat incroyable, mais à partir du moment où on prend du sable, avec de la vitesse, la balle elle va sortir. Si on en prend beaucoup, elle ne va pas aller très loin. Si on en prend moins, elle va aller un peu plus loin. Il y aura un peu plus de spin, un peu moins de spin, mais on a quand même la chance d'avoir ce que Benoît Ducolombi appelle de la matière. Il y a de la matière sous la balle, et toute cette matière, il faut l'éjecter hors du bunker pour sortir correctement. Donc,
c'est la même chose, c'est les mêmes mécas, simplement c'est plus simple dans le bunker parce que c'est mou dessous et qu'il y a de la place. Le lob, ça sera un coup plutôt facile si la balle est portée, un peu comme dans un bunker, et ça sera un coup excessivement difficile s'il se joue sur des Lyra. Ça sera le sujet d'un autre live. On va bien s'amuser sur les démos. Et où là, il faut vraiment affûter les sandwichs. Alors on a une question de Romain. Doit-on jouer avec les poignets pour obtenir de l'effet? Alors, Oui et non. on est partagé par rapport à ça. Oui et non. On peut avec des poignets, on peut sans poignets. En tout cas, ce n'est pas les poignets qui font l'effet. Voilà, alors vas-y, je te laisse raconter ce que tu en penses. Et moi, pour mettre de l'effet, ce qu'il faut imaginer, c'est vraiment, il faut retrouver les bonnes conditions d'impact. Donc les conditions d'impact, c'est revenir, comme on l'a expliqué au début, dans la bonne position dans le sable. Donc c'est-à-dire avec beaucoup de loft, le club qui est placé pas en avant, mais vraiment vertical, à 90 degrés par rapport au sol, et avec beaucoup de vitesse. Ensuite, si on a besoin des poignets pour mettre de la vitesse, il faut y aller. Mais on peut voir, il y a plein de joueurs. Prenons l'exemple de Jason Day, Steve Stricker, même John Ram de temps en temps qui met pas trop de poignets avec son grip faible. C'est quelqu'un qui pense pas du tout à mettre des poignets, mais pourtant qui va se retrouver à l'impact avec suffisamment de vitesse. En fait, il ne faut pas trop imaginer ce qui va se passer pendant le swing, c'est dans quelle position et à quelle vitesse va arriver le club à l'impact. Donc à mon avis, il n'y a pas trop besoin de mettre des poignets. Les poignets, ils sont vraiment importants quand on se retrouve contre une lèvre, par exemple. Là, si je ne mets pas les poignets, je touche la lèvre à la montée. Là, je suis obligé de mettre les poignets pour éviter la lèvre. Ou alors, quand j'ai une balle pluguée, là, je suis obligé de créer de la verticalité. Pour créer de la verticalité, si j'ai mes mains toutes raides, ça ne va pas le faire. Je suis obligé de vraiment d'armer mes poignets pour pouvoir creuser dans le sable. Alors, je partage complètement sur les poignets, et notamment les poignets au backswing. J'ai envie de dire que peu importe, créez le backswing qui vous va bien. Ce qui est important en termes de poignets, c'est ce qui se passe ici sur le dos de main gauche. D'accord, c'est cet angle-là. Esteros, à qui on demandait, tu prends pas un 58, un 60, etc. Il disait, ben non, moi le loft, je le joue ici sur mon dos de main gauche, sur la manière que j'ai de pouvoir réaliser ici autour de mon poignet, la face de club étant complètement en liaison avec le dos de main gauche. Et dans la zone de frappe, Alexandre vous le montre très bien, ce qui est important, c'est de retrouver cette position idéale. Si vous regardez bien cette position idéale à l'impact, le dos de main gauche et la face de club sont ensemble. Et c'est là que ça se joue. C'est-à-dire, les fautes, c'est quand la face de club se ferme parce que les poignets vont trop loin. Donc il y a un très bon exercice que j'ai vu faire à Claude Harmon il y a un petit mois. J'ai trouvé ça très bien. Ici, dans la zone de frappe, vous allez penser à poignet, mais dans la zone de frappe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le bras gauche s'arrête et le poignet fonctionne ici dans la balle. La face de club release et vous allez avoir l'effet que vous voulez retrouver avec notamment un angle de sortie qui correspond. Le bras gauche s'arrête et le poignet gauche passe par en dessous. Le dos de main gauche va vers le ciel. Et là, il y a du spin. Magnifique. Et là, il y a du spin. Ok ? Donc on l'a vu avec Olivier Léglise il y a quelques années dans tous ces tips sur le petit jeu. On l'a vu avec Lorraine Olivieri il n'y a pas très longtemps. Cette fameuse position du poignet gauche après l'impact où je reste bas, je garde mon poignet bas, mon bras gauche au sol, au corps et la face de club qui remonte avec une face de club qui remonte square, on va en parler par la suite. C'est certainement là que ça se joue au niveau des poignets. Peu importe la prise d'élan, que vous ayez utilisé des poignets pour créer de la vitesse ou pas. Mais alors le finish dans les sorties de bunker, c'est souvent ça qui est négligé, non? C'est complètement ça qui est négligé. On le néglige parce qu'on s'arrête à la balle. On le néglige parce qu'on considère que le moment important, c'est le moment de la balle et qu'il faut tout donner dans la balle. Et que donc, la sortie de bunker, c'est ça. Ça, c'est pas un swing, on l'a dit au début. Et le finish fait partie intégrante du swing de golf. Et si vous pensez finish,
vous allez penser, vous allez oublier l'impact et vous allez passer à grande vitesse au niveau de l'impact. Donc oui, le finish c'est important et limite l'image du finish, c'est quasiment ce que vous devez retrouver. C'est quasiment l'idée avec laquelle vous devez partir quand vous êtes dans un bunker. Vous vous organisez, Alex vous l'a parfaitement expliqué, selon la longueur du coup, selon la hauteur. Et ensuite, votre seul objectif, c'est d'aller à la fin de votre swing. Vous passerez comme ça avec de la vitesse ici. Ne marquez pas ce moment-là. Ne lui donnez pas plus d'importance que ça. Si vous êtes bien organisé, là, ça va bien se passer. Si vous marquez de l'importance au niveau de l'impact, vous allez rester à l'impact. L'énergie, elle va aller en bas, elle ne va pas aller au travers. Et il faut qu'elle aille au travers. Donc oui, des finishes. On a développé un certain nombre de petits tips sur la position du finish, se regarder dans un miroir, l'effet selfie, etc. Tout ce qui fait que mon objectif est de venir là. Mon objectif est de venir là. Je ne pense pas à ce qui se passe en bas. J'ai de fortes chances de passer avec de la vitesse, avec une phase de club cohérente. Alors là, vous êtes dans un bunker de green, mais on a une question concernant les bunkers de fairway de Julien. Quel est le pourcentage de perte de longueur quand vous tapez un grand coup d'un bunker de fairway? Ça, tu vas pouvoir répondre. Hein. Toi, tu as plus étalonné tes clubs que moi. Bah, c'est difficile. Ça dépend des joueurs. Logiquement. Pas tant. Non, mais en tout cas, logiquement, si on fait un swing très standard, il ne devrait pas y avoir de différence. Voilà, si je me tiens bien comme ça, il ne devrait pas y avoir de différence. Par contre, si on est un joueur qui aime bien enfoncer ses pieds et donc prendre le grip un petit peu plus court, on va perdre ces petits 5 mètres. Si on a une balle qui est pas très bien placée et que là on veut vraiment puncher la balle, selon les conditions, je sais pas moi, admettons on est un petit peu le green est en contrebas, on punch la balle part un peu plus bas avec un fair set par exemple, elle aura tendance à aller un petit peu plus loin. Donc ça, bien sûr, c'est avec l'expérience qu'on le ressent, mais sur un coup, une sortie de fairway normal, logiquement, il y a très très peu de différence. Si tu ne touches pas ton organisation et que tu touches la balle correctement en prenant la balle d'abord, un peu comme sur le fairway, hein, c'est balle terre, là c'est balle bunker, logiquement ça ne freine pas. Donc logiquement tu vas retrouver à quelques pourcents près la même distance. Si tu changes ton organisation et si ton lie est différent, tu vas perdre. Ça, de combien tu perds, effectivement, c'est en s'entraînant que tu le vois. Voilà. Patrice, est-ce que tu peux nous reparler de cette astuce un peu culinaire avec l'œuf? Ah, l'œuf. Ah ben, l'œuf, c'est le vieux conseil qu'on entend et donc on l'a ressorti bien entendu une fois ou deux parce que finalement c'est un repère assez simple. Moi je sais que mes copains au café le matin aiment bien me parler de l'œuf au plat, voilà, surtout quand ils n'ont pas réussi à sortir ni le blanc ni le jaune. Donc voilà, hein, un œuf, le jaune c'est la balle, le blanc est à l'extérieur. Si on enlève le blanc, on enlève le jaune forcément et ça va sur le green. C'est un petit mémo technique assez simple pour pouvoir sortir une balle de bunker sans trop d'efforts. Parce que j'aime bien cette image, en fait. Si on met du sable sur la face de club et qu'on pose la balle sur le sable, on a la réalité d'une sortie de bunker, en fait. C'est du sable qu'on envoie en l'air sur lequel se trouve la balle. C'est pour ça que souvent, la balle, quand elle tombe sur le grill, elle tombe molle. Parce que finalement, il n'y a pas eu un contact direct entre la face, c'est d'ailleurs une bonne nouvelle, entre la face et la balle. Si vous prenez la balle en direct, vous allez voir qu'elle va sortir assez loin, voire elle ne se lève pas et vous la laissez dans la pente. Donc, cette histoire du blanc d'œuf, comme des deux lignes, enfin peu importe les histoires qu'on raconte, c'est simplement de dire qu'on rentre, Alex vous l'a bien montré tout à l'heure, on rentre un peu avant la balle, on sort un peu après la balle, on a pris une certaine quantité de sable, sur ce sable se trouve la balle. L'effet du sable, du frottement avec les stries, etc. fait que la balle va avoir une consistance en l'air et c'est comme ça qu'on sort. Patrice, comment on s'entraîne aux sorties de bunker? À quel rythme? Combien de temps? Donne-nous une sorte de routine d'entraînement de sortie Alex, de bunker. là, tu vas prendre... moi je sais en entraîneur ce que j'ai essayé de te faire faire, mais tu en as gardé quoi de tout ça? Vas-y.
Je pense que quelqu'un qui consacre 1 heure à son entraînement par jour, il doit passer au moins 10 minutes dans les bunkers. Même si c'est un coup qu'on retrouve peu sur le parcours, c'est un coup sur lequel il faut s'entraîner parce que c'est aussi un levier pour le reste du jeu. Un levier technique, parce que si on arrive à bien maîtriser la technique du bunker, ça va apporter sur des coups qui n'ont rien à voir, comme le driver par exemple. Moi, ce que je considère, c'est 10 minutes, c'est bien tous les jours. Avant une compétition, il faut toujours passer par 5 minutes dans les bunkers. Ça représente une dizaine, une quinzaine de balles. Mais à mon avis, c'est le minimum. Moi, je le vois très bien quand j'étais pro. Ça vient vite, hein, les journées s'enchaînent, on a plein de choses à faire. On zappe un peu la partie bunker à l'échauffement parce qu'on n'a pas le temps. On ne prend pas un bunker pendant la partie. Et les journées comme ça, elles passent et on a passé une semaine où en fait, entre l'entraînement et le parcours, on a fait 20 sorties de bunker. Et c'est comme ça qu'on perd son niveau tranquillement. Donc à mon avis, il faut en faire le plus possible et surtout partir du principe que ça va vraiment apporter pour le reste du jeu. Alors en quoi ça apporte pour le reste du jeu? Ça apporte en termes de stabilité du bas du corps. Ouais. Ça apporte parce que là, forcément, on prend conscience de la position de sa balle. Ça apporte... le centrage aussi, j'imagine. Hein, la position du sternum tout au long du mouvement. C'est directement lié. Pour le petit jeu, ça apporte vraiment surtout sur le contrôle de la phase de club. Quand on veut sentir sa phase de club pendant le swing, quelqu'un qui a tendance à avoir une phase de club un petit peu fermée, il va vraiment progresser en faisant des bunkers et en sentant sa phase de club ouverte pendant tout le swing. Ça va permettre aussi, on va se servir de la sortie de bunker pour les lob shots, clairement. Et puis c'est vraiment, je pense que c'est aussi un coup qui est assez fun. Taper des drives sur le practice, c'est fun aussi, mais ça prend quand même beaucoup d'énergie. Même si au bunker on fait un plein swing, à mon avis c'est un petit peu moins fatigant quand même que de taper des drives. Et donc c'est pour ça que franchement, on n'en fait jamais assez. Si on prend le rapport par rapport aux grands joueurs, tous les meilleurs joueurs mondiaux sont les meilleurs joueurs dans les bunkers. Il doit forcément y avoir un lien. C'est pas parce que ils sont bons que, comme par hasard, ils sont bons dans les bunkers. À mon avis, c'est intimement lié. Oui, et puis ça conforte l'idée que stratégiquement, parce qu'ils sont bons, ils attaquent, etc., etc. Stratégiquement, ça change tout pour les très bons joueurs. Alors, en fait, on peut le ramener même sur quelqu'un qui touche pas les greens en régule. Quand on commence à viser des zones à 20-30 mètres du green pour se laisser un coup à peu près jouable, on va beaucoup moins bien scorer que si on va jouer le drapeau, voire de temps en temps on a un drapeau qui est placé près du bunker, et ben on vise le bunker et ensuite on sait qu'on va avoir beaucoup plus de contrôle sur la balle. On la fait tomber sur le green, il y aura toujours un peu d'effet, on aura un coup, un putt pour le par ou pour le birdie sur les par 5 pour les pros. Alors le bunker, c'est important pour tout le petit jeu, c'est important pour le bunker en lui-même de s'y entraîner. Mais j'ai envie de dire que pour l'entraînement au long jeu, si vous avez un bunker de fairway sur votre practice où vous pouvez taper des longues cannes, une séance de fair set dans un bunker, c'est certainement le meilleur exercice induit qui existe. Tout simplement parce que la qualité de l'angle d'attaque et la qualité du toucher va être pénalisée immédiatement. Un peu le contraire du tapis en fait. Et passer un saut de balle à taper des fair sets avec une petite lèvre dans un bunker, puis aller taper sur herbe ou sur tapis, vous allez voir la qualité des coups que vous allez taper derrière. Parce que bien entendu, ça va favoriser le centrage de votre swing, éviter toutes les fautes de sway ou de pivot inversé. Ça va favoriser aussi le maintien des angles, hein, tout ce que vous pouvez avoir en vous redressant en descendant. Et donc la qualité et la régularité des impacts. Donc le bunker, c'est bon pour tout. Pif, encore une question peut-être. Tout à fait, Patrice. Est-ce qu'une bonne sortie de bunker doit toujours envoyer du sable sur le green ou pas? Je crois qu'Alex a bien répondu tout à l'heure. Ça dépend de la sortie qu'on veut faire.
moins il y a de sable à envoyer sur le green, plus c'est rock'n'roll, hein, c'est-à-dire qu'on prend des risques. C'est un peu comme le lob sur le lie ras. Donc j'ai envie de dire que oui, ça enlève toujours du sable, mais plus ou moins de sable selon et la marche qu'on veut se donner et le type de coup et le type de spin qu'on veut faire. Mais toujours du sable, oui. Sans sable, d'abord il ne faudrait pas avoir de bounce. Et ensuite, c'est quand même très risqué, il faut vraiment prendre la balle de manière très très précise. Il y a une seule manière de la prendre si on ne veut pas prendre de sable, alors que quand on prend du sable, il y a plusieurs manières de la prendre. Il y avait un entraîneur, équipe de France messieurs, qui a été aussi joueur sur le Tour européen, qui disait à un moment donné, quand on a peur, qu'il faut vraiment la mettre sur le grid, eh ben on fait sa gratte, quoi. Donc, quand vous êtes dans une sortie de bunker et que c'est celle-là, il faut la mettre sur le green, pensez gratte avec de la vitesse. La bonne gratte qui va sur le green. Elle ne va pas être touchée magnifique, mais surtout, prenez de la manière, prenez du sol. Never miss the floor. Voilà, jamais, on ne loupe jamais le sol. Si vous ne loupez pas le sol, vous aurez la balle. Et bien entendu, à grande vitesse et vers le finish. Ça, c'est important. As-tu un exercice préférentiel que tu recommanderais à n'importe qui? Oh, on en a plein des exercices. Hein. On en a plein des exercices. Alors, il y a tous ces exercices qui vont... Il y a déjà les exercices de centrage. Moi, j'aime beaucoup, je pense qu'il faut les montrer de face, Eric. J'aime beaucoup tous les exercices qui évitent au corps de glisser, perdre des angles, les genoux qui glissent, et donc transformation de la phase de club, planter de la phase de club. Il y a l'exercice assez connu du flamant rose. Ah là, il n'y a plus de sable. Il faut remettre du sable. Faut remettre du sable. Le flamant rose qui permet d'être fixe sur la jambe gauche. J'aime beaucoup aussi l'exercice décalé ici, le pied droit en arrière, où on va venir justement prendre directement sur le point bas la balle avec le genou qui ne bouge pas. Ici, celle-là, elle a été vraiment clean. Ensuite, vous pouvez faire tout un tas d'exercices en équilibre. Tous ces exercices marchent. Jambe gauche, jambe droite, peu importe. Tous ces exercices qui vous permettent de faire du centrage et de ne pas avoir le corps qui bouge sur les côtés. Tu as des petits exercices à toi? Moi, l'exercice que j'ai présenté en début de live, c'est vraiment l'exercice que j'ai utilisé vraiment tous les jours. C'est quand on voit les mecs s'entraîner à haut niveau, ils utilisent quasiment que celui-là. À l'entraînement, moi je suis vraiment partisan de faire beaucoup de coups d'essai dans le sable. C'est un truc qu'on n'a pas le droit de faire sur le parcours, donc il faut vraiment profiter et faire des coups d'essai à l'entraînement. Mais moi, j'ai toujours vu les joueurs faire ça, et ce que je faisais que travailler ma position de départ, faire en sorte que mon pied gauche était toujours placé de la même manière, bien placer ma tête de club au même endroit, et ensuite prendre toujours la même quantité de sable, revenir toujours au même endroit, et surtout travailler souvent ma sortie de bunker référence. Après, j'avais pas vraiment d'exercice en particulier. Ensuite, je rejoins Patrice. Souvent, quand on a envie d'être stable, surtout dans les bunkers, et qu'on veut mettre un petit peu plus de poids sur la jambe gauche, on voit beaucoup de joueurs qui s'entraînent vraiment. Alors toi, tu appelles ça, donc c'est flamant rose, ou alors quand on est un petit peu fou, on peut se mettre juste sur une jambe, juste sur la jambe gauche. C'est très difficile. Mais à mon avis, il n'y a pas d'autre exercice. Il y a un autre exercice pour prendre conscience juste de l'ouverture de la tête de club et le fait de garder la tête de club ouverte. C'est l'exercice du sable. Voilà. On pose du sable ici, on peut même mettre une bouteille. Mais on pose du sable ici, et si on garde bien la face de club ouverte, normalement on doit être capable de projeter le sable derrière, comme ça. Ça, c'est la garantie que votre tête de club, elle était premièrement bien ouverte à l'adresse, et que vous l'avez gardé bien ouvert pendant la montée. Ça plaît bien ça aussi. On a une question de Jérôme. Il cherche des conseils pour les sorties de bunker avec un lie en descente. Ouais.
On te comprend, Jérôme, très très bien. Hein. La sortie de bunker en descente. Alex, tu nous la montres? Ouais. Ça, c'est un truc que tu faisais très 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 bien. Fais attention à te mettre à un endroit où tu as du sable. Voilà. Ce qui est important, c'est de regarder chez Alex les lignes, notamment ici de face, de bien regarder les lignes de ses épaules et de ses hanches par rapport au lie du cou. Donc là-dessus, tu t'es focalisé sur quoi, Alexandre? L'ail en descente. Alors là, en descente, déjà moi je me focalise, c'est ce que je disais, c'est que pour moi c'est un peu ma sortie de bunker standard. Quand je m'entraîne dans les bunkers, je m'entraîne toujours à plat, voire un chouïa en descente. Parce que ça me permet vraiment d'avoir tous les fondamentaux justes, le poids justement qui épouse un petit peu la pente, qui se met légèrement sur le pied gauche. Et moi, c'est vraiment ce que j'essaye de faire. Je mets le poids légèrement sur le pied gauche. Et surtout, c'est une image. Hein. Dans la réalité, ce n'est pas forcément ce qui se passe. Mais j'essaye d'avoir mes épaules qui épousent bien la pente. Ça, c'est vraiment c'est ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui se passe en descente? La seule, souvent, la grosse faute qu'on peut faire, c'est que les épaules qui sont un petit peu comme ça, l'angle d'attaque, au lieu d'être bien vers le sol, hop, on veut essayer de soulever un petit peu la balle, je vais vous le faire, hop, j'ai touché la balle en premier, le club a rebondi, on fait ce qu'on appelle une fusée, là la balle, on perd le contrôle de la balle. Une tranche. Une tranche. Voilà, donc les épaules dans le sens de la pente. Les épaules dans le sens de la pente, la balle plutôt à gauche, et le poids du corps un petit peu à gauche aussi. Et finish bas, ouais. Dernière question pour clore ce live. Quel est le bounce idéal pour une sortie? Alors là, ça a été un grand débat tous les deux. Effectivement, vous allez entendre la sortie de bunker, c'est une question de bounce. Alors un peu comme dans les chroniques de l'équipe 21, il y en a un qui est pour, il y en a un qui est contre. Moi j'estime que c'est important le bounce, c'est qu'effectivement un peu plus de bounce, ça vous aide à ressentir un peu plus facilement le rebond. Mais je me range assez à l'avis d'Alexandre qui va vous exprimer sur le fait que le bounce, c'est un peu vous qui le créez aussi. Ouais, en fait, le bounce, donc on a des sandwedge qui ont très peu de bounce, c'est-à-dire qu'ils vont avoir, souvent c'est 6 degrés de bounce. Quand il y a beaucoup de bounce, ça peut aller à 12. Et en fait, c'est quand on passe le club bien square comme ça, c'est la différence entre l'arête de devant et vraiment le point le plus bas qu'on a au niveau de la tête de club. Donc ça, c'est le bounce. Donc ça, c'est effectivement très utile quand on est sur l'herbe, parce que ça permet de faire bien glisser le club et de pas creuser. Dans le bunker, en fait, le bounce, qu'il soit de 6, 10, 12, à partir du moment où on place le club comme ça, à mon avis, ça ne change quasiment plus rien. On se crée un bounce qui là, j'en sais rien, si on devait calculer, ça se trouve le bounce il est de 45 degrés. Donc que le bounce il soit, c'est pas la différence entre 8 et 12, elle change rien du tout quand en fait on crée un bounce qui est ici là, je pense que je suis pas loin. Un fort bounce, ça peut avoir un vrai intérêt sur une mauvaise technique. Globalement, si vous avez tendance à avoir les mains en avant, si vous avez plus de bounce, ça va vous aider quand même à faire un peu rebondir et à moins piocher. Mais jouer bounce standard, tout va bien. Apprenez à créer du bounce en décalant les mains vers l'arrière et en bougeant la face de club, comme on vous l'a expliqué au début, et ça va marcher très bien. Alors, voilà, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Peut-être que vous n'avez pas bien entendu le début de la retransmission. Je veux remercier Alexandre Kaleka qui maintenant est coach au Golf de Marcilly, qui a été un joueur d'équipe de France brillant quand j'avais l'équipe de France il y a une dizaine d'années, qui est monté sur le Tour plusieurs fois, qui a gagné 2 fois sur le Challenge Tour. C'est un régal, Alex, de faire ça avec toi. Si vous ne l'avez pas entendu, je rappelle la consigne de Paul Hermitage, et il a raison. Si vous voulez bien sortir des bunkers, il faut que votre balle elle soit bien laillée. Qui dit balle bien laillée dit bunker ratissé. Donc ratissez vos bunkers quand vous sortez des bunkers. Sortez par la lèvre arrière pour ne pas casser les lèvres avant. Respectez cet endroit, laissez-le comme vous l'avez trouvé. Et si vous le trouvez pas ratissé, ratissez-le pour les autres. Ça sera, le golf s'en portera que mieux. Voilà, on s'est régalé, on se retrouve au mois de juillet
au championnat de France des jeunes. Alors on sera ici puis à Saint-Cloud pour un live spécial avec l'ambassadeur Lacoste. Merci à vous, merci Alex. Merci. J'espère que vous êtes régalés. Ciao. Ciao.